piège pour faire ma transition. Moi également, je vais vous parler aussi d'une créature du monde animal. Je vais essayer de le faire deviner à Nico, du coup, parce que toi, tu sais déjà à peu près de quoi on va parler, Raph. Oui, parce que j'étais là lors du lors du dernier enregistrement. Je connais la série que tu vas commencer. Exactement. Moi, Nico, j'aimerais te parler aujourd'hui d'un animal bipède, habillé en smoking et qui est un roi. Mais c'est le non, pas le pingouin, le manchot. Oui, c'est le manchot. Et vu que c'est un roi, c'est le manchot Royal. royal. Ouais, exactement. C'est une petite chronique assez courte sur le manchot royal. Le nom latin du manchot royal, c'est Aptenodite patagonicus, qui est donc de la même famille que le manchot empereur dont on a parlé la semaine dernière. Il se caractérise lui aussi par un ventre blanc, un dos gris argenté, une tête noire. La différence, c'est qu'il a une tache orangée qui part au milieu de l'oreille et qui se transforme en une fine bande pour ensuite se terminer par un orange clair sur la poitrine. Les pieds sont noirs, le bec est long et fin, il a d'ailleurs le bec le plus long de toutes les espèces de manchots, à savoir quand même un bon 13 cm. La mandibule a une tache rose orangée qui se renouvelle à chaque saison des amours. Il est le deuxième manchot le plus grand après l'empereur puisqu'il mesure entre 85 cm et 95 cm. Il a un poids de 8 à 16 kg et il a des ailes de 34 cm. Voilà. Donc c'est assez paradoxal parce qu'il a les ailes plus grandes que le manchot empereur dont on avait parlé encore une fois la semaine dernière. Allez écouter cette chronique. Alors sachez pour votre gouverne que l'espèce ne présente pas de dimorphisme sexuel. Les mâles sont simplement légèrement plus grands, notamment surtout en fait au niveau du bec. Ce critère n'est perceptible que lorsque les deux sexes sont observés en même temps, ce qui en réalité n'arrive pas tous les jours, puisqu'on parlera du cycle de vie de manchot tout à l'heure probablement. Pour les poussins, le duvet est épais et marron avec une impression laineux et cotonneux, à tel point d'ailleurs que les premiers explorateurs ont considéré que c'était deux espèces de manchots différentes. Ils pensaient qu'il y avait des manchots royaux et des manchots bizarres tout marrons et tout laineux. Ces colonies sont occupées en permanence étant donné qu'il faut entre 15 et 18 mois pour élever l'unique poussin par période de 3 saisons de reproduction, donc sur 3 ans. C'est une espèce longévive qui peut atteindre quand même jusqu'à 26 ans. Bah il faut, hein. Voilà. Avec ce Avec ce cycle de vie, t'as intérêt effectivement à vivre relativement longtemps. Le nom scientifique Patagonicus fait référence à quoi à votre avis ? La Patagonie. À la Patagonie, exactement, qui est une région à proximité de leur première observation. C'est une espèce qui est en fait plutôt sédentaire. Les manchots royaux nidifient dans de larges colonies sur des plages, des moraines et des zones plates recouvertes de tussocs, c'est des sortes de grosses touffes de graminées, à proximité de la mer bien évidemment, puisque c'est un animal marin. On le retrouve notamment sur les îles Malouines, les îles de Georgie du Sud, les îles Prince-Édouard et Marion, l'archipel des Crozets, les îles Kerguelen, les îles Heard et McDonald, les îles Macquarie. Bref, on le retrouve un petit peu partout. Sachez d'ailleurs également en termes de statistiques que les archipels du Crozet et de Kerguelen abriteraient plus de 70% de la population de manchots royaux. En revanche, sur certaines îles, on constate des diminutions drastiques. Exemple, sur l'île aux Cochons, qui est sur l'archipel du Crozet, la population est passée de 500 000 couples en 1982 à 60 000 en 2017, soit donc quand même une diminution de 88% en seulement 35 ans. Les causes de cette forte baisse ne sont pour le moment pas réellement connues. Aujourd'hui, au niveau des statistiques globales, il existe près de 1 600 000 couples de manchots royaux. Le nombre ne cesse de croître dans les endroits où il est observé, mais il n'en fut pas toujours le cas, puisque au début du XXe siècle, la population a été quasiment exterminée par qui à votre avis ? Les castors. Les castors, ouais, les castors avec des bras et des jambes bipèdes, qu'on appelle également les humains bien évidemment, qui les ont assassinés pour l'huile et les plumes. La pêche intensive dans la région a aussi beaucoup joué dans la nourriture des manchots. Aujourd'hui, bien évidemment, cette espèce est protégée au niveau mondial, ce qui explique pourquoi est-ce qu'elle est justement en train de réaugmenter en taille, même si c'est pas vraiment génial pour le moment. Au niveau de la reproduction, comment ça fonctionne ? Sachez que le manchot royal n'est pas une espèce monogame comme la plupart des manchots, c'est une espèce polygame, puisque seulement 7% d'entre eux gardent le même partenaire d'une année sur l'autre. En effet, l'arrivée sur le site de reproduction des deux partenaires n'est pas synchronisée, car le mâle et la femelle ne muent pas en même temps. Et l'un des deux partenaires peut très bien disparaître. Par contre, il reste fidèle sur une saison de reproduction, c'est-à-dire que le mâle va pas aller batifoler ailleurs et la femelle non plus. Ils se rassemblent donc sur les îles au printemps
au printemps de l'hémisphère sud, donc en fait ça veut dire que c'est l'hiver dans notre hémisphère à nous, hein, bien évidemment. Ils se rassemblent au printemps pour choisir le partenaire, ce qui n'est pas chose aisée car des bagarres peuvent éclater. Le manchot royal il est assez vénère. La séduction se fait via des sons particuliers des oiseaux, que je ne vais pas vous faire écouter à vous maintenant parce que je savais pas qu'on ferait spécialement le royal, donc j'ai pas prévu, mais en post-production, vous pourrez entendre ce magnifique son. C'était moi ça. Garde-le celui-là. Il faut le garder. Hein. C'est fou. Ça attire peut-être quelqu'un, on regarde par la fenêtre. Oh mon dieu, Attention, Audrey. tu vas attirer les femelles. Putain. Lorsqu'ils sont... J'en peux plus. Lorsqu'ils sont prêts à s'accoupler, les oiseaux vont faire des sons particuliers au niveau de la poche incubatrice de leur partenaire. Donc en fait c'est rigolo parce qu'ils se penchent au niveau de la poche incubatrice, donc qui est située au niveau voilà, du bidou, et ils vont faire des sons directement. C'est un moment où justement, ça y est, le partenaire sait que c'est bon, ils vont pouvoir s'accoupler. Du coup, ils vont s'accoupler, je passe les détails, et le manchot royal, à l'instar de son cousin, du coup, le manchot empereur, ne va pas faire de nid, mais l'œuf va être couvé sur les pieds. Un seul œuf, comme je vous le disais, est pondu au printemps, entre novembre et mars. Les parents ne peuvent donner naissance qu'à 2 poussins par période de 3 ans. Le mâle et la femelle vont donc couver à tour de rôle l'œuf pendant 54 jours. C'est le mâle qui va commencer le tour de garde pendant 3 semaines, la plus longue des gardes. Afin de se retrouver, le couple mémorise le chant. Les colonies sont donc très bruyantes. Encore une fois, je vous fais écouter un petit bruit de manchots royaux, de manchots royaux. Les adultes en parade chantent en claironnant, le bec pointé vers le ciel et les ailes entr'ouvertes. Ce chant plurisyllabique peut se traduire par un ah qui dure entre 0,8 et 5 secondes suivant le nombre de notes. Les femelles ont un chant plus élevé en fréquence, environ 2900 Hz, que les mâles qui eux sont à 2400 Hz. Les poussins ne claironnent pas, mais poussent des séries caractéristiques par 3 sifflements de type passereau. En mer, le cri de contact est un coup de clairon monosyllabique. Il peut être entendu à plus d'1 kilomètre de distance. C'est quand même un sacré chanteur, le manchot royal. Et aussi un putain d'animal qui est capable de mémoriser un son, parce qu'il faut se rendre compte que, je vous précise quand même, les colonies de manchots royaux, vous avez des centaines d'individus qui sont tous collés les uns avec les autres, qui sont en train de se castagner la gueule la plupart du temps parce que c'est un des manchots les plus agressifs, donc vous rentrez de la plage comme ça, et vous devez gueuler, espérer que votre partenaire entende votre bruit, ensuite lui il vous répond, espérer que vous entendiez correctement, puis vous y allez, et là seulement vous pouvez vous occuper de votre bébé, en espérant qu'il soit pas fait bouffer, mais on y reviendra. Donc, chaque couveur contrôle un territoire, et c'est ce que je vais vous expliquer, il y a vraiment un contrôle de territoire. Chaque couveur contrôle un territoire de 1 demi-mètre carré. C'est très 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 peu, et il y a des guerres de territoire pendant la couvade. Là où, je sais pas, je vous explique pour Nico et Clément, les manchots empereurs ils étaient très solidaires puisqu'ils se regroupent en groupe pour protéger les bébés du froid. Les manchots royaux c'est chacun chez soi et les œufs seront bien gardés justement. Ah ouais. Donc ils vont se castagner pour essayer de grappiller quelques centimètres carrés de territoire, et vraiment c'est l'enfer. Le relais du coup entre les parents va avoir lieu 5 à 6 fois. Gardez à l'esprit que c'est moins hardcore que le manchot empereur, mais si l'œuf tombe pendant le moment où le mâle passe sur les pieds de la femelle, ça peut créer des problèmes, puisque, on va le voir, il y a beaucoup de prédateurs qui sont chauds pour bouffer du bébé manchot, même en version œuf. Donc, le poussin va éclore entre mai et août, les parents vont alterner, encore une fois, pour chercher de la nourriture, et pour également nourrir le poussin par régurgitation. Alors, du coup, vous allez cracher finalement la nourriture dans la gueule de votre poussin. Ou même, en réalité, parfois vous ouvrez juste la bouche et le poussin va faire la béquille directement dedans. Quand le poussin a quelques mois, les parents reprennent le chemin de la mer pour se nourrir. Le poussin va alors jeûner jusqu'à 4 mois. Là où en version adulte ils sont pas très solidaires, les poussins eux vont se réunir en crèche pour se protéger les uns des autres. Quand les parents reviennent, ils commencent à le nourrir jusqu'à la mue qui elle va apparaître à l'âge de 10 à 13 mois. Au total, c'est moins d'un œuf sur 5 qui parviendra à l'âge adulte à cause de tous les risques. Et les risques, comme je vous le disais depuis tout à l'heure, il y en a. Les skuas et les pétrels géants sillonnent les colonies dans l'espoir de dévorer les œufs ou les poussins trop faibles. Et comme les adultes ne s'entraident pas, c'est chose aisée. Les skuas, c'est des grosses mouettes, si vous préférez. Les adultes, quant à eux, sont la proie des phoques léopards et des orques.
Pour petite information, le léopard de mer, qu'on appelle aussi Hydruga leptonix, est un mammifère carnivore de la famille des Phocidae et qui représente actuellement la seule espèce du genre Hydruga. Il a été décrit pour la première fois en 1820 par le zoologiste et anatomiste français de Blainville. Il fait partie des 5 espèces de phoques présentes en Antarctique. Il est puissant et imposant, la femelle peut mesurer jusqu'à 4,5 mètres pour une masse de 600 kg. Il doit son nom de léopard aux petites taches sombres qui couvrent son corps et à sa vie de prédateur. Il est craintif et solitaire dans son aire de vie, faisant partie des lieux les plus inhospitaliers du monde. Les observations et son étude scientifique sont difficiles, c'est pourquoi les biologistes ne connaissent pas suffisamment son mode de vie et son effectif. Ils estiment à environ 300 000 individus. Bien que le krill et les juvéniles d'autres espèces de phoques constituent sa principale source de nourriture, il est renommé pour sa férocité envers les manchots, qui constituent une bonne part de son alimentation. En effet, un phoque léopard peut manger jusqu'à 15 manchots par jour, toute espèce confondue. 15. C'est comme manger des cacahuètes pour un phoque léopard, quoi. Voilà, donc imaginez, souvenez-vous, la femelle peut mesurer 4,5 mètres. Le manchot royal, je remonte pour aller voir mon petit tableur Excel, le manchot royal mesure 85 cm. Donc vous êtes en train de nager comme ça, tel le marsouin pour choper du poisson pour nourrir votre bébé que vous allez voir 2 fois par an. Et vous êtes la proie d'un truc qui fait le triple de votre taille. Surtout que s'il en bouffe 15, imagine parce que c'est pas un nombre pair, donc il y en a un qui ça se trouve, il attendra son... Ah mais les manchots, en fait, tu t'es pas à l'abri que ton partenaire il clame et que du coup tu puisses plus t'occuper de ton bébé et que du coup ton bébé meurt également, ce qui est assez horrible. Mais bien évidemment, la proie est quand même un prédateur et les manchots mangent de leur côté des céphalopodes, des petits poissons et des petits crustacés. Ce qui finalement est la même chose. Imaginez, vous êtes un petit poisson tranquille et vous avez un horrible oiseau des ténèbres qui vient vous dévorer vivant. Ça doit pas être funky non plus. Mais c'est comme tu l'as dit, c'est la loi de la nature. En mer, c'est un oiseau pélagique. Il se nourrit principalement au large des plateaux continentaux ou des zones de convergence antarctiques et subantarctiques. Même en mer, les manchots royaux sont grégaires. Ils nagent en petits groupes comprenant entre 5 et 20 individus. D'où le fait de bouffer 15 manchots d'un coup probablement. Ils pêchent en plongeant et en poursuivant leur proie sous l'eau à une vitesse pouvant atteindre 12 km/h, le plus souvent à moins de 50 mètres de profondeur, parfois autour de 100 mètres. Plus rarement, ça a été quand même estimé, ils peuvent parfois descendre à 300 mètres. La durée des plongées peut quand même atteindre 10 minutes. Un manchot royal est capable d'effectuer plus de 100 plongées par jour. Les immatures, quant à eux, sont souvent observés à plusieurs centaines de kilomètres des sites de reproduction. Le manchot royal affectionne les zones pélagiques où la température de l'air est en moyenne à 4,5 degrés et la salinité d'environ 34%. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui, c'était le manchot royal. Et si les manchots vous intéressent, retrouvez-nous la semaine prochaine pour une nouvelle espèce de manchot, parce qu'il y en a 18 au total, et là c'était que la deuxième. Est-ce que vous avez des petites questions sur le manchot royal avant qu'on termine cet épisode ? Super. Vive les manchots. Hein. Même s'ils galèrent parce que la nature elle est bien faite quand même. Enfin, des fois elle est presque ironique la nature. Hein. Dans une tribu de 3000 manchots, tu dois gueuler pour trouver la fréquence de... Tout ça pour finir dans la gueule d'un léopard des mers, j'avoue que c'est vrai que c'est assez ironique. Tu voulais dire un truc, Nico? Je t'ai entendu au fond. Oui, par rapport aux préoccupations des populations de manchots. Donc, tu as dit qu'elle était un petit peu repartie en hausse, mais par rapport aux autres manchots, est-ce que c'est une espèce qui est plus ou moins ça fait partie des espèces qui font partie des plus protégées et qui sont actuellement les moins menacées. C'est pas sur les listes de menaces concrètes par les différents organismes. On verra au cours des chroniques qu'on a des espèces de manchots qui, si on fait rien, dans quelques années, c'est fini quoi. Le manchot royal, ça va, mais c'est aussi parce que c'est pas un manchot, c'est ce que j'expliquais la dernière fois avec l'empereur, c'est pas un manchot qui vit dans des zones humaines. Les manchots qui sont vraiment en danger, c'est les manchots qui vivent en Amérique du Sud, en Afrique du Sud, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Ce qui n'est pas le cas du manchot royal qui vit sur des îles qui ne sont pas possédées réellement au sens propre par des humains, mais qui sont le lieu de différentes expériences scientifiques. Ce qui quand même assez ironiquement crée des problèmes, hein. C'est-à-dire que la présence des scientifiques sur ces îles-là pose problème pour justement les manchots, parce qu'il faut y arriver, on les perturbe dans leurs habitudes. Le pire étant, et je pense que j'en parlerai à chaque fois, le fameux tourisme de la dernière chance où vous avez des gens qui veulent absolument aller voir des espèces qui vont disparaître, mais de ce fait vont provoquer la disparition de ces espèces. C'est horrible. Donc ça c'est horrible, et c'est frustrant parce que tu te dis, putain, moi j'ai envie de voir des manchots, mais je pourrais jamais en voir. Il y a des gens qui sont suffisamment riches pour aller en voir et qui s'en foutent de les tuer finalement. Donc, est-ce que c'est pas ça, genre le plus grand respect que tu peux avoir pour une espèce, c'est genre la laisser tranquille?
Ouais, c'est accepter le fait que si que tu tu voulais aller l'as les voir, pas fallait faire entamé. des études là-dedans et les réussir et ensuite finir en Antarctique, quoi. Donc, ce qui n'est pas mon cas, même si pour la petite anecdote, j'ai failli y aller en Antarctique, puisque j'avais postulé à un job en archéo pour bosser dans les TAF, donc les territoires australes et antarctiques françaises, et les terres australes et antarctiques françaises, et bon, j'ai pas été pris, j'ai été en finale, mais j'ai pas été pris, parce que peut-être que mon argument à l'entretien d'embauche de dire j'ai envie de voir des manchots, ça a pas suffi, je pense. Normalement, c'est bon. Hein. Ouais, mais peut-être pas pour de l'archéologie de baraques de pêcheurs dans les des îles de l'océan Antarctique, mais je ne sais pas. Voilà, donc vous allez bouffer du manchot, encore une fois, comme un phoque léopard. Vous allez les bouffer par chronique de 15. Donc j'espère que ça vous plaira. Si vous... Oh, tiens, le manchot Alors, à mes délit, petits le manchot à phoques léopards. jugulaire, le manchot mon cul, C'est mon préféré celui-là, le manchot mon cul. Mon cul. Non, donc voilà, j'espère que le manchot de Patagonie ou le manchot royal vous aura plu. Personnellement, alors je continue un peu là-dessus, il fait partie de mes préférés en termes de visuel. Ouais. Le manchot empereur, il est très classe, mais c'est un peu le manchot de tout le monde, c'est le manchot de Disney, quoi. C'est genre la marche de l'empereur. Mais le manchot royal, il a une prestance. Alors, regardez des photos de manchot royal, il a un bec long, Bec le côté 13 cm, Ouais, 13 envergure de 30 cm des ailes. des ailes, ouais, 30 cm. Il est imposant, il est orange pétant, il est Oui, il est beau. magnifique. Il a un regard, on dirait un espèce de dinosaure qui a envie de te tuer, mais c'est aussi pour ça qu'on aime les oiseaux, c'est parce que, voilà, c'est le Purgatorius qui est encore en nous qui a peur, quoi. C'est vrai. Pardon. Question, non, ça m'a fait rire. Peut-être que tu l'as déjà abordé dans d'autres chroniques sur les manchots, Ouais. mais ils ont des toutes petites plumes du coup, et c'est, tu sais, pour que ce soit un peu hermétique. En fait, alors pour le manchot royal, j'ai pas trouvé les infos, mais je suppose que c'est un peu comme le manchot empereur. Je peux aller re-regarder mes notes si tu veux sur l'empereur, parce qu'ils sont à peu près de la même espèce. Mais dans mes souvenirs, le manchot empereur, justement, il a plein de plumes. En fait, il a plusieurs couches qui permettent de le rendre hermétique. En fait, si c'est un peu basé sur le même principe que les manchots empereurs, ils sont capables de réguler leur température interne pour pouvoir atteindre des températures qui sont autour de 30 degrés. En tout cas, chez l'empereur, qui est adapté lui à un milieu vraiment purement antarctique, puisqu'il vit dans la glace des terres gelées. Le royal, il lui ressemble quand même pas mal, donc potentiellement, il a ça aussi à prendre en compte. Ce qui est intéressant, c'est que tous les ans, ils muent, donc du coup, ils vont perdre leurs plumes pour les renouveler. Chez la plupart des espèces de manchots, c'est un moment qui est assez crucial parce que ils sont obligés d'être sur terre. Puisqu'ils ne peuvent pas aller dans l'eau quand ils sont en train de muer, puisque ce sera pas suffisant justement pour survivre au froid. Pareil, si tu prends un poussin de manchot, quelle que soit l'espèce, par exemple tu prends un manchot royal bébé et tu le balances dans la flotte, il meurt. Parce que justement il a un duvet, il a pas des plumes. Les plumes, elles sont vraiment faites pour survivre justement au froid, d'où le fait qu'on puisse nous les tuer pour récupérer l'huile en fait qui est présente à l'intérieur. Ah, c'est pour ça qu'on les exploitait. C'est pour ça qu'on les exploite. Enfin, on a fait pareil avec le grand pingouin en fait. C'est assez. Le mot qui vient, c'est rigolo, mais c'est pas du tout le bon terme. C'est drôle, il meurt. Désolé pour les grands pingouins. Les grands pingouins, on les a butés parce qu'ils étaient faciles à attraper. Ils produisaient de l'huile, ils produisaient du guano et ils produisaient de la nourriture fastoche. Et en fait, quand on les a tous tués au milieu du 19e siècle. Et parallèlement, à peu près au même moment, on a commencé à rencontrer les manchots dans le sud. Et spontanément on a fait pareil en fait, on les a capturés, on a fait des rafles, j'en ai parlé sur la chronique principale des manchots, mais t'as des marins qui vont buter 3000 manchots, les saler, les fumer pour les conserver pendant le trajet, parce que c'est facile en fait, t'as juste à arriver sur le truc, tu les chopes, ils vont pas se défendre. En fait c'est le même principe que, ça questionne aussi beaucoup sur l'adaptation d'une espèce, parce que c'est des créatures qui sont adaptées à un climat qui est froid, dans lequel ils ont pas de prédateurs terrestres en fait. Ouais. Les prédateurs, c'est que des prédateurs aquatiques, c'est pour ça qu'ils vont vite. Donc ils ont plus besoin de voler. S'ils volent pas, c'est qu'ils n'en ont pas besoin, c'est comme le dodo en fait. Et finalement, nous, quand on débarque là-dedans, on fout le bordel parce qu'ils sont faciles à attraper. Et d'ailleurs, on a beaucoup introduit sur leur territoire, mais ça va plutôt être dans les endroits où c'est des manchots proches des humains, mais on a introduit des chiens et des chats qui sont dévastateurs justement pour les espèces de manchots qui se font littéralement dévorer par des fouines des chats et des chiens, parce qu'on a introduit un prédateur terrestre. Donc après, ça fait une question philosophique, c'est est-ce que, étant donné que nous on est une espèce sur la planète Terre, et on débarque à un endroit, si l'espèce n'est pas adaptée, est-ce que c'est pas dans l'ordre naturel des choses qu'elle s'éteigne aussi? Après, est-ce que en tant qu'espèce entre guillemets, je mets plein de guillemets à ça, éveillée, on devrait avoir une manière raisonnée d'exploiter les choses? Après c'est une question philosophique sur finalement à quoi sert l'humanité sur la planète, parce que toutes les créatures ont une raison d'être, et nous c'est laquelle quoi. Ouais. Mais c'est peut-être pas à nous d'y répondre aujourd'hui. C'est peut-être pour une future chronique. Philosophique. Faut savoir d'ailleurs que ce sera la moralité de la fin de chaque épisode de DTDR cette saison. Oui, parce qu'à chaque fois ça terminera par les manchots. Étant donné que je m'adapterai, puisque j'en ai 18, aux différents temps d'épisodes, les longues chroniques seront pour les épisodes où il n'y a pas eu des grosses chroniques, et les petits manchots seront faits pour les épisodes où il y aura des chroniques un peu plus grandes.
Voilà. Bah, j'espère que j'ai répondu à vos questions. J'adore le concept. T'adores le concept. Reviens pour entendre plus de choses sur les manchots, Nico. J'ai trop envie de trouver une espèce qui parle en des heures. C'est trop cool. Donc là, alors oui, je me permets une dernière petite chose. On a fait le genre des manchots royaux et des manchots empereurs. Ils ne sont que 2 dans leur famille. Donc à partir de la semaine prochaine, on va changer de groupe de manchots. Voilà, donc je sais pas si on va partir sur les gorfous ou sur les adélies ou des trucs comme ça. Mais en tout cas, les 2 grosses espèces de manchots les plus connues, c'est fini. On va passer sur autre chose après. Donc rendez-vous la semaine prochaine pour en savoir plus sur une nouvelle espèce de manchot. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.